Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Thomas Collin. Salut Thomas. Salut. Alors avant la première question, je vais te présenter. Tu es diplômé de HEC. Tu as eu un parcours avec de nombreuses expériences. Tu as été DAF à temps partagé et consultant dans le domaine de la finance. Ensuite, tu as créé plusieurs sociétés. Et aujourd'hui, tu es un des dirigeants et cofondateurs d'Alvo Market, une plateforme et un SaaS qui aide à la transmission d'entreprise. C'est bien ça? Ouais, exactement. D'une manière générale, chez Alvo, on développe des solutions digitales pour faciliter la cession, reprise, transmission, TPE, PME. C'est vraiment notre cœur de métier. Et du coup, vos clients, c'est plus les dirigeants, c'est plus les intermédiaires? Eh ben, c'est en fait les trois phases du marché, c'est-à-dire effectivement les dirigeants cédants, les repreneurs, c'est un point important aussi pour nous, même s'ils sont pas souvent nos clients en direct, mais de manière indirecte, ils sont très importants dans l'écosystème, évidemment. Et puis les intermédiaires, puisqu'on a une conviction forte, qui est qu'en fait ce marché, mais on reviendra sans doute dessus, fonctionne très mal aujourd'hui parce qu'il est pas suffisamment intermédié. Donc tu vois, on a créé en fait des outils digitaux, non pas pour désintermédier, mais pour permettre l'intermédiation d'un marché qui fonctionne pas. Comment vous en êtes arrivé à ce constat? Écoute, moi, ça fait, tu l'as dit, hein, j'ai été, donc j'ai commencé ma carrière en transaction services et déjà à l'époque, je travaillais plutôt sur ce qu'on appelle des dossiers alors small cap, je suis désolé, je vais utiliser beaucoup d'anglicismes, donc faut pas hésiter à me corriger, mais en gros, small cap, petite capitalisation, petite valeur. Alors dans la bouche des fonds d'investissement, small cap, c'est quand même des sociétés qui sont déjà, des belles PME, puisqu'on va parler de minimum 15-20 millions de valeur. Mais déjà, c'était plutôt la petite, enfin les plus petites transactions des fonds de private equity qui m'intéressaient. Puis après, j'ai eu l'occasion d'être DAF à temps partagé, consultant pour des dirigeants de PME. Et si tu veux, j'ai vite vu que ce marché fonctionnait pas bien, mais moi, je l'attaquais plutôt sous l'angle conseil en direction financière, conseil en finance d'entreprise. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer mes deux autres associés, qui sont donc Mathieu Stéphanie, qui est un podcasteur assez connu en France, qui est un des plus gros podcasts business français, et puis Germain Michou Tonin, qui était lui enfin qui était encore à l'époque chez Conto, donc plutôt côté fintech. Et Germain et Mathieu, eux, se disaient, mais il y a quelque chose à faire sur la cession de boîte. Et Germain disait de la même manière que Conto a digitalisé le compte professionnel, on doit bien pouvoir faire quelque chose autour de la digitalisation des banques d'affaires. Donc, et il cherchait, Mathieu lui avait déjà essayé de créer un premier projet autour de ça. Et finalement, il leur manquait la compétence financière, enfin compétence financière, c'est-à-dire en tout cas, il leur manquait quelqu'un qui venait vraiment des métiers du chiffre. Et c'est en échangeant ensemble, en découvrant leur projet, je leur ai dit en fait, moi, ça fait plus de 10 ans que je tourne autour de ça. Et oui, on a un gros sujet M&A, donc euh, banque d'affaires autour des toutes petites valorisations. Et en fait, le digital et la tech ont sans doute des choses à apporter à ce marché. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est un peu un sujet tabou dans les petites capitalisations, la cession ou pas? Alors non, enfin en tout cas, est-ce que c'est un sujet tabou? La réalité aujourd'hui de ce qu'on croise, alors il faut savoir donc Alvo, on a à peu près, on a un peu plus de 2 ans d'existence, et c'est vrai qu'on est encore aujourd'hui avant tout confronté à des cédants qui ont soit des boîtes en tech, e-commerce, des NVB, donc tu vois, des business plutôt récents. Et donc, par exemple, on a affaire à des dirigeants qui partent à la retraite, on a affaire à des cessions de sociétés qu'on vend malheureusement parce que le dirigeant a eu une grave maladie ou ce genre de choses. Mais finalement, la plupart des gens, des cédants avec qui on travaille aujourd'hui, sont plutôt des gens qui ont la quarantaine, la cinquantaine. Donc, tu vois,
qui sont plus jeunes que ce qu'on pourrait imaginer. Et pour eux, non, vraiment, la session est pas du tout un tabou. Et j'avais fait un peu le parallèle avec la vie professionnelle où avant, tu faisais 30 ans au même endroit et maintenant, limite, si tu bouges pas tous les 3 ans, c'est qu'il y a un problème. Je caricature évidemment. Et de la même manière, nous, on travaille beaucoup avec des gens qui sont des serial cédants, serial repreneurs aussi, côté repreneur. Donc, je dirais qu'en tout cas, je vois beaucoup moins de freins qu'avant sur la session. En revanche, là où c'est tabou, c'est sur le côté. Je peux parler du fait que je vais céder, mais par contre, je veux vraiment choisir de manière millimétrée à qui je vais passer des informations, etc. On a un gros sujet autour de la confidentialité, et parfois la confidentialité est contre-productive. Donc, je dirais que c'est pas le fait de céder en tant que tel qui est un tabou, c'est plutôt la confidentialité, le secret qu'on veut mettre autour de ça. Le dirigeant souvent a du mal à se faire accompagner. Enfin, j'imagine que c'est aussi pour ça qu'il y a un manque d'intermédiation. Surtout sur les petites capitalisations, on n'a pas forcément l'habitude d'acheter du conseil. Ouais, Euh, c'est quoi les grands points qui sont à travailler, que ce soit, j'imagine, sur la partie patrimoniale, sur la partie financière d'une ouais. opération, sur la partie personnelle, les impacts? Comment tu vois les Ouais, choses aujourd'hui? alors, ouais, il y a, en fait, il y a 2 étages dans ce que tu dis. La première, c'est, est-ce que les gens sont prêts à acheter du conseil, sur ce type d'opération? Je dirais, je sais pas si c'est vraiment du côté de la demande des dirigeants que ça posait un problème ou du côté de l'offre de conseil. Parce qu'il faut bien que tu vois que les spécialistes aujourd'hui des sessions, qui sont les banquiers d'affaires, en dessous d'un certain niveau, ils n'y vont pas. Enfin, donc, par exemple, on dit souvent qu'une boutique de conseil M&A descend rarement en dessous de 5 ou 3 millions de valeur de transaction. Donc, est-ce que c'est les cédants qui veulent pas payer des conseils M&A ou est-ce que c'est des conseils M&A qui considèrent qu'en dessous d'une certaine taille, c'est un peu le même travail et on gagne beaucoup moins parce que c'est des métiers où on est payé à la commission? Je sais pas. Toujours est-il que le constat, il est clair, c'est que les cédants sont pas assez accompagnés et nous, on considère que c'est ce qui crée le problème sur le marché. Donc, il y a des cédants qui peuvent se débrouiller tout seuls, qui ont la maturité pour faire ça, mais c'est quand même des opérations complexes, on va y revenir. Et donc, c'est vrai que c'est quand même, si tu n'as jamais vécu une opération de M&A dans un sens ou dans l'autre, enfin, côté acheteur ou côté acquéreur, côté cédant ou côté acquéreur, sans doute il est préférable de te faire accompagner, pas forcément de A à Z, mais en tout cas sur certains points. Donc, en fait, cet accompagnement, malheureusement, il commence souvent beaucoup trop tard, c'est-à-dire pendant l'opération, ce qui est vraiment la spécialité pour le coup de Alvo. Mais en fait, comme tu le disais, il serait bien préférable d'anticiper les choses et d'accompagner beaucoup plus en amont parce que tout simplement, il y a des endroits, et ça on pourra revenir, puis toi tu connais ça bien aussi, il y a des endroits où il faut juste du temps pour se préparer. Donc que ce soit d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue fiscal, il y a des choses que tu peux pas faire du jour au lendemain. D'un point de vue de performance financière, il y a des choses que tu peux pas faire du jour au lendemain. Et donc tout ça, bah, forcément, ça s'anticipe. Je vais te donner juste un exemple. En général, on fait des transactions, donc on présente les 3 derniers exercices en historique, en performance historique, et puis après, on propose également des business plans sur 2, 3 ans. Bon, bah, si tu veux présenter 3 beaux bilans, bah, c'est 3 ans de boulot, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, on voit bien que, en fait, ça démarre bien avant. Aujourd'hui, du coup, c'est un manque d'éducation des dirigeants sur cette partie-là, c'est un manque d'accompagnement. Quelles sont les différentes choses trappes dans lesquelles justement un dirigeant tombe de ton expérience? Ouais.
Alors, c'est bon, c'est tout. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, les cédants sont insuffisamment accompagnés. Comme je te le disais, est-ce que c'est un manque de demande du côté cédant ou un manque d'offre côté conseil? Peut-être un peu des deux. Ce que je peux te dire, c'est que moi, je passe mon temps à échanger avec des cédants qui sont contents que des solutions comme Alvo arrivent pour justement leur proposer des solutions d'accompagnement qui sont adaptées à des transactions, on va dire, small, on dit même parfois micro-cap. Voilà. Donc, les choses traps qu'il faut éviter, en fait, il y en a un qu'on a déjà évoqué ensemble, c'est l'absence d'anticipation. Si tu veux, c'est toujours pareil. Quand tu arrives au dernier moment, bon, tu as encore quelques marges de manœuvre, mais enfin, les dés sont jetés sur pas mal de choses. Et puis après, souvent, la première question qui va venir, c'est celle de la valorisation. Et parfois, je ne vais pas dire tout le temps, mais quand même assez souvent, on va rencontrer des dirigeants qui ont une idée de la valeur de leur société, qui est parfois, un peu décorrélée de ce qu'on va, vraiment pouvoir obtenir au cours d'une opération de cession. Donc je te dirais que quand tu conjugues les 2, c'est-à-dire l'absence d'anticipation et des attentes, trop élevées, ben, tu prépares, en gros le terrain à une catastrophe, en fait. C'est aussi simple que ça. Dans les attentes de valorisation, est-ce que, compte tenu de la taille et du fait qu'il y a une forte dépendance aux dirigeants, on n'est pas dans quelque chose qui est un peu trop affectif? Bah, c'est oui, tu le dis, effectivement, en fait, on a 2 sujets sur les petites opérations. Un sont des sociétés qui sont souvent très dépendantes aux dirigeants. Donc, bah, quand tu vends en tant que dirigeant, si tu t'en vas dans les 6 à 12 mois qui suivent, après un accompagnement, bah, qu'est-ce qui reste dans ta société? Donc ça, c'est un fort élément de décote. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle alors, dans nos termes financiers des décotes pour illiquidité de marché. Mais en fait, bizarrement, même s'il y a beaucoup de repreneurs qui cherchent à racheter des sociétés, et tu vois, sur des dossiers intermédiaires, on a quasiment, on va croiser peut-être 3 repreneurs pour un cédant. Enfin, tu vois, c'est un peu les ordres de grandeur sur le marché. Donc, tu pourrais te dire, bah, du coup, il y a plein d'offres. Et ben non, en fait, c'est pas si évident que ça parce que, euh, en fait, il faut trouver vraiment les bonnes personnes. Et le fait que tu aies des sociétés qui sont très intuitu personnées, qui souvent ont pas ou peu de management intermédiaire, qui peuvent dépendre parfois d'un gros donneur d'ordre en termes de clients ou d'un gros fournisseur, etc. Tout ça rajoute énormément de risques et en fait, ce sont par essence des opérations qui sont beaucoup plus risquées que des opérations plus grosses, tu vois, sur des sociétés qui font plusieurs dizaines de millions de CA, voire plusieurs centaines de millions de CA. Et du coup, bah, la valeur s'en ressent. Et si tu veux, on le voit bien, hein, si on rentre un peu dans les détails de valorisation, on parle souvent de valorisation en multiples d'EBITDA, par exemple. Bon, bah, une opération mid-cap en private equity, donc on va dire, allez, des sociétés qui font plus de 100 ou 150 millions d'euros de CA, elles vont se valoriser, je sais pas, x9 les bidas, x10 les bidas. Quand tu vas en small cap, tu es plutôt sur du x3, x4, peut-être x5. Donc tu vois les décotes. Et en fait, cette décote de valorisation, bah, elle traduit la dépendance aux dirigeants, l'illiquidité de marché, des facteurs de risque. Et donc, c'est ça c'est ça qui explique les valorisations et parfois les décalages de valorisation entre ce qu'un dirigeant a en tête et ce que des acquéreurs, finalement pas si nombreux que ça, une fois que tu as mis tous les critères en face, sont prêts à payer. Est-ce qu'il y a des choses qu'en tant que dirigeant, on peut anticiper justement sur sa valorisation ou la mise en avant de son activité pour maximiser la valorisation? Ouais, il y a deux sujets sur lesquels en fait on peut travailler en tant que cédant en amont.
La première, bah, on en a beaucoup parlé, c'est la dépendance aux dirigeants. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut céder, il faut pas être omniscient et omnipotent jusqu'au dernier jour avant la session. Il faut évidemment avoir des relais en interne et expliquer à un acquéreur qui viendra sans doute lui-même avec des capacités managériales et opérationnelles, que ce soit un acquéreur personne physique ou que ce soit un acquéreur, j'allais dire, industriel et qui a un savoir-faire, il faut quand même lui montrer qu'il y a des relais dans l'entreprise. Et ça, c'est un fort élément de valorisation. A contrario, un dirigeant qui est au milieu avec et qui a fait le vide autour de lui et qui a que, j'allais dire, des exécutants de bas niveau, bah, sa société, elle va pas valoir grand-chose, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est évidemment de soigner l'historique financier. Donc je te disais tout à l'heure, on a l'habitude de travailler sur les 3 derniers exercices pour poser une performance financière historique de la société. Bah, il est évident que si tu anticipes ta session, même 2 ans avant, tu vas pouvoir aussi faire des choix de pilotage financier qui vont faire que tu présenteras ton activité sous un meilleur jour. Alors, il ne s'agit pas évidemment de tricher sur la comptabilité. J'entends trop souvent des gens qui disent maquiller la mariée, mais en fait, euh, habiller la mariée, mais ça, en fait, ça marche pas. Parce que si tu veux, l'acquéreur, lui, il va faire ses audits, il va mandater des gens pour regarder les comptes, ça va bien finir par se voir. Mais par contre, tu peux choisir, par exemple, d'aller plus sur des opérations de rentabilité plutôt que des opérations de très forte croissance. Enfin, voilà, il y a des choix que tu vas pouvoir faire pour bah, proposer une activité saine, rentable, où on a de la perspective. Et donc, c'est ça qui est important. C'est vraiment les choix stratégiques du dirigeant dans son pilotage d'entreprise pour maximiser la valeur des opérations qu'il déploie et de là où il alloue ses ressources. On est d'accord? Oui, c'est ça. En fait, bah, tu le vois bien, tu accompagnes des dirigeants, toi, tous les jours. En fait, tous les jours, Oui. on a une multitude de décisions à prendre. Et quand on a une ligne claire sur où on va aller pour préparer une session, eh ben, on prend des décisions cohérentes avec ça. Et donc, forcément, bah, à la fin, on en a les résultats. Et il y a des cycles, tu le sais bien, dans le développement d'entreprise. Il y a parfois, tu vas privilégier la rentabilité par rapport à de l'ultra-croissance. D'autres fois, tu es dans des cycles d'investissement, tu vas privilégier de la conquête plutôt que de la rentabilité. Voilà, bon, bah, quand tu es en phase de cession, évidemment, on va quand même, in fine, chercher à montrer que les ratios financiers sont bons, que le business est solide. Voilà, donc des choses intéressantes. Est-ce que sur la vision plus patrimoniale du dirigeant, parce qu'en fait souvent pour un dirigeant, son activité professionnelle, on va dire, rassemble une grosse partie de son patrimoine, comment s'y préparer sur ces Oui. aspects-là? Bah, ouais, c'est une très bonne question parce que souvent, alors c'est souvent d'ailleurs un des axes de préparation qu'il faut le plus anticiper parce qu'il y a dans l'optimisation patrimoniale des délais fiscaux, légaux qu'il faut bien prendre en compte dans ce qu'on fait. Mais tu l'as souligné, il y a un très bon point. Déjà, souvent, ça représente l'intégralité du patrimoine du dirigeant. Et on peut quand même partager une réflexion qui est que moi, je vois quand même parfois des sociétés à vendre où il y a énormément de trésorerie dans la société, beaucoup plus que la société en a besoin. Et donc là, on peut se dire, en première chose, on peut se dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu se distribuer cette trésorerie avant, quitte à ce qu'en cas de coup dur, la réinjecter s'il y a besoin, mais pour aller la faire fructifier ailleurs, puisque visiblement, on n'était pas en train d'investir avec dans la société. Tu vois. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut bah, prendre en compte. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on a fait de l'immobilier aussi dans la société, tu vois. Si je me mets d'un point de vue fonds d'investissement, et toi, bah, François Joseph, t'en croises aussi de temps en temps. Tu vois, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils sortent la trésorerie. Quand ils achètent une boîte, ils veulent pas de la trésorerie excédentaire. Et s'il y a de l'immobilier dans la société, ils la mettent dans une SCI pour vraiment distinguer les sujets. Donc,
pourquoi est-ce qu'en fait, c'est des bonnes pratiques de gestion. Un cédant, en fait, un dirigeant, et même s'il n'est pas cédant, il devrait déjà faire ça. Et puis après, il y a évidemment ce qu'on appelle pudiquement d'éviter les frottements fiscaux trop importants. Hein. Donc, frottements fiscaux, pour être clair, essayer de payer le moins d'impôts possible. Et pour ça, il y a évidemment des montages qui sont intéressants. On peut en parler de un qui est souvent utilisé, hein, qui est le fait de ne pas détenir ces titres de la société en propre, mais plutôt de les détenir via une holding pour bénéficier de régimes fiscaux très avantageux sur les plus-values, ce qu'on appelle le régime mère-fille. Sauf que pour ça, il faut détenir les titres depuis plus de 2 ans. Donc, on voit trop souvent des dirigeants arriver au moment de la session et dire ah oui, je vais faire un. On m'a parlé d'un apport de mes titres à une holding. Oui, mais c'est trop tard, en fait. C'était il y a 2 ans qu'il fallait le faire. Donc, tu vois, Il y avait le tout cent- il ça y a- fait qu'il y a vraiment des éléments d'anticipation à faire. il y avait le 150 obétaire, il existe toujours peut-être Oui, oui, bien sur sûr, l'apport précession. mais ça, c'est du bon, ça existe toujours, mais ça t'oblige à réinvestir, déjà dans des segments bien particuliers, et puis, c'est que du décalage d'imposition. Alors je suis pas un fiscaliste, donc je crois qu'à un moment, il y a peut-être que la fiscalité disparaît quand même au bout d'un certain temps, mais en gros, si tu regardes, l'idéal aujourd'hui, c'est quand même plutôt de détenir ces titres de participation via des holdings personnels qui permettent ensuite d'avoir beaucoup plus de latitude, sur l'argent, sur ce qu'on veut faire de l'argent. En réinvestissement ou pas réinvestissement. Est est-ce que est-ce qu'il y a un bon niveau justement de cash, de trésor dans l'entreprise? Parce que tu as dit qu'il y avait souvent des entreprises qui avaient trop de cash, mais est-ce qu'il y a un niveau de cash qu'on peut juger comme optimal? Bah, j'allais dire là, chaque activité a sa cyclicité de besoins en fonds de roulement, mais techniquement, on est capable de définir, ce qu'on appelle des besoins en fonds de roulement normatifs, donc des trésoreries normatives. Heu et ça se calcule. Alors c'est technique, mais pas tant que ça. Et bon, moi, quand j'étais, conseil financier, pour des dirigeants de PME, c'est des choses qu'on faisait régulièrement les fonds d'investissement font ça régulièrement pour déterminer le niveau optimal de trésorerie et savoir, quelle part de la trésorerie on peut réinvestir dans l'activité, par exemple, dans les investissements, dans les acquisitions ou alors, bon, les fonds, eux, ils ont pas tellement intérêt, ils ont intérêt à mettre l'argent au travail, ils ont pas intérêt à se distribuer des dividendes. Mais dans le cas d'un dirigeant où tu le disais très bien, c'est souvent 100% de son patrimoine. Finalement, à un moment, est-ce que c'est pas le bon moment de se verser des dividendes sur une holding pour faire de la diversification d'investissement, ce genre de choses. Donc ça se calcule, et je pense que c'est assez sain de raisonner comme ça. Je comprends le côté, bah, finalement, si un jour on a un coup dur dans la boîte, on aura de la trésorerie pour tenir. Et je pense que ça s'entend. Mais d'un autre côté, on croise parfois des sociétés qui ont des niveaux de trésorerie qui, voilà, sont capables de financer 5 ou 6 ans de charges. Voilà, enfin, ça n'a plus de sens économique. Ouais. Est-ce que, toi, dans ce que tu as vu, et ce que vous voyez chez Alvaux, est-ce qu'il y a des grandes typologies de cessions? Je dirais, des personnes qui veulent céder parce qu'ils pensent qu'ils sont, fatigués, des gens qui pensent que le marché est saturé. Quels sont Ouais. les grands cas, en fait, de cession que tu vois aujourd'hui? Ben, oui, oui, c'est une très bonne question. En général, il y a vraiment allez, je veux dire, il y a 3 cas. Il y a ceux qui sont, on va dire les cédants qui après arrêtent. Donc je cède et je pars à la retraite. Qui est la session à laquelle on s'attendrait le plus finalement et l'expérience montre que c'est pas enfin nous en tout cas, c'est pas la majorité des cédants avec lesquels on travaille, ce sont pas ces gens-là.
Ensuite, il y a les cédants qui disent, bah, moi, j'ai réalisé un niveau de plus-value. Enfin, j'ai créé de la valeur. Soit j'ai créé la boîte de zéro, je l'ai emmenée là, et je suis plus la bonne personne pour la suite. Et par ailleurs, je veux réaliser bah, la valeur que j'ai créée. Et puis, tu as et alors, tu as aussi le cas avec des gens qui achètent des boîtes pour les revendre, et ça, on le voit de plus en plus, ce qu'on appelle les serial repreneurs. Donc, c'est des gens qui voient une opportunité de société, qui ont un savoir-faire sur un développement, sur un créneau bien précis, et qui ensuite vont amener cette société à une certaine taille, puis la revendre. Donc là, on est un peu plus dans des logiques de ce que font les fonds d'investissement aujourd'hui, hein. Donc, des gens qui font du private equity à leur échelle. Et puis, tu as une troisième catégorie qui est loin d'être anecdotique, qui est les gens, tu l'as dit, en fin de course, d'énergie, c'est-à-dire qui, en gros, peuvent plus supporter leur activité ou leur associé. On a aussi pas mal de sujets de gens qui, finalement, c'est la fin d'un cycle d'association et finalement, pour que tout le monde puisse sortir de la boîte, bah, il faut vendre. Voilà, c'est un peu les trois cas. Alors, je te cache pas que le troisième cas, bah, évidemment, t'es pas forcément en position de force pour, euh, pour négocier, hein, et ça va souvent être un élément important, c'est que on voit beaucoup de gens faire un peu, alors que ce soit en session pour partir à la retraite ou en session parce qu'on est au bout de son énergie, mais l'année de trop, c'est malheureusement quelque chose qu'on voit, ou l'année ou les 2 ans de trop qui font qu'on commence à abîmer la boîte et qu'on aurait probablement dû vendre avant. Et ça, c'est malheureusement une réalité et ça rejoint ce que je te disais sur le manque d'anticipation. Est-ce qu'il y a justement des signes avant-coureurs qui permettent d'identifier ça? Ah, c'est une très bonne question. Je te dirais que nous, on arrive en général quand il est, enfin, au moment de l'opération. Donc, on n'est pas forcément là pour les signes avant-coureurs. Mais je dirais que une société, souvent, hein, dans les sociétés, dans les petites boîtes ou dans les sociétés à taille humaine, je dirais que si tu progresses pas, tu recules. Parce que lui, le marché continue à progresser. Donc, en général, dès que tu vois que il y a une stagnation, soit dans l'innovation, soit dans la performance financière, soit dans le chiffre d'affaires, voilà, dès qu'on stagne, en fait, c'est probablement un signe de, bon, soit on se relance dans un cycle, et tu sais comme moi que les cycles, c'est pas souvent 12 mois, mais c'est plutôt des cycles entrepreneuriaux. Donc on est reparti sur 3 à 5 ans. Soit, bah, en fait, il est temps de passer la main parce que bah, en stagnant, tu es à la merci de la moindre mauvaise nouvelle, en fait, hein, concrètement. Et je discutais avec un intermédiaire M&A qui me disait ouais, mais le problème des petites PME, c'est qu'elles sont très fragiles. Au moindre coup de vent, tout s'effondre. Donc, voilà. Donc, sans doute que le fait de stagner à un endroit ou à un autre est probablement un des signaux, enfin en tout cas, qui devrait alerter les dirigeants. Ça alerte aussi, j'imagine, le repreneur quand il voit qu'il n'y a pas de croissance sur les dernières années. Les serial repreneurs dont tu as parlé, donc la catégorie 2, aujourd'hui, Ouais. c'est des gens où tu vas partir sur des projets de reprise qui durent combien de temps en moyenne? C'est ce que je te disais, c'est qu'on voit des cycles repartir, c'est minimum 3 ans. Je vois pas de gens qui. On n'est pas non plus dans l'économie casino, quoi. Des gens qui rentrent et qui ressortent 6 mois après ou 12 mois après, c'est assez peu le cas. Euh, ça, ça l'a peut-être été un moment sur certains secteurs bien précis, je sais pas, peut-être dans la tech, quand il y a eu des bulles, mais la réalité, c'est que quand tu rachètes, t'es reparti pour un cycle entrepreneurial, probablement de 5 ans. Et d'ailleurs, tu vois, les prêts d'acquisition, par exemple, c'est une bonne manière de regarder les choses.
en général, tu finis de rembourser ton prêt d'acquisition en septième année, quelque chose comme ça. Donc, t'as pas besoin d'avoir attendu de rembourser ton prêt d'acquisition pour revendre la société si tu voulais, mais ça montre bien quand même les ordres de grandeur de cycle business. On n'est pas sur du court terme. Ouais, donc Aujourd'hui, les gens que ouais. tu, les personnes que tu vois ou le profil de la personne qui reprend une entreprise, est-ce que c'est quelqu'un qui se dit je reprends une entreprise parce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui se dit je me sens pas capable de créer une entreprise, donc je préfère limiter mes risques en reprenant une? Ouais, bah ça c'est là tu parles de la reprise individuelle. En fait, je crois qu'il y a vraiment deux marchés dans la reprise. En tout cas, nous, tel qu'on le couvre chez Alvo. En gros, tu as la reprise individuelle, c'est-à-dire des gens qui sont en général des anciens cadres, qui en fait veulent, ont pour souvent motivation de devenir le dirigeant. Et donc, bah, une manière de devenir dirigeant d'entreprise, c'est d'en racheter une. On est plutôt sur des valorisations entre 0 et 500 000 euros. Allez, soyons larges, entre 0 et 1 million d'euros. Bon, au-delà d'1 million d'euros, clairement, tu n'es plus sur de la reprise avec de l'apport personnel, sauf si tu as une certaine taille financière. Et donc là, ensuite, après, tu as un deuxième marché de la reprise qui est plus vraiment la reprise que nous, on appelle corporate, c'est-à-dire la reprise d'entreprises par d'autres entreprises. Et donc, dans les serial repreneurs, pour te répondre, sont des gens souvent qui ont des logiques de sectorielles, qui ont créé des holdings d'acquisition avec des secteurs qu'ils connaissent très bien et où ils vont faire ce qu'on appelle du buy and build, c'est-à-dire ils vont acheter une première société, construire dessus, développer, puis en racheter une autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du build-up. Et puis, en général, c'est des secteurs qu'ils connaissent bien, donc ils peuvent placer des managers. Voilà. Donc on a affaire en fait à les serial repreneurs ont souvent des holdings industriels et ils ont des savoir-faire dans des métiers spécifiques. Et puis à côté de ça, tu as la reprise, je te disais, individuelle, qui sont là pour le coup des cadres cadres ou pas cadres, mais souvent quand même, et qui là se disent quoi et qui ont raison d'ailleurs. En fait, la création d'entreprise, c'est hyper risqué. euh, c'est un peu all-in, quoi. Si tu réussis, l'étape de mortalité des créations de sociétés, c'est voilà. En fait, je ne veux pas dire que tu as plus de chances de pas y arriver que d'y arriver, mais en fait, si toi tes qualités, c'est d'être un très bon commercial, c'est d'être un très bon manager, c'est d'être tu vois, spécialisé dans le développement de comptes clés. Qu'est-ce que tu vas aller faire à créer une société? Euh, En fait, toi, tu as besoin de partir d'une base existante et d'apporter tes talents là où tu es bon, en fait. Et bon, bah, clairement, hein, quand tu crées une boîte, à moins de lever beaucoup de fonds tout de suite, on ne cherche pas en toi le meilleur manager de tous les temps. Alors que quand tu reprends une société, bah, là, ces qualités-là, elles peuvent être hyper utiles. Donc, donc je dirais que c'est plutôt un pari intelligent que de dire je veux être entrepreneur, mais la création, c'est pas fait pour moi, mais surtout mes qualités, elles sont celles-là et donc elles seront beaucoup plus utiles dans une structure déjà existante. Et par ailleurs, j'ai une conviction. Alors moi-même, j'ai créé Alvo, donc tu vois, je plaide contre ce que j'ai fait, mais j'ai une conviction, c'est qu'en fait, la reprise d'entreprise, c'est bien moins risqué et bien plus rémunérateur que la création d'entreprise. Après, pourquoi tu crées une entreprise, c'est pour d'autres sorts. Mais si tu veux gagner de l'argent, j'ai tellement d'exemples de repreneurs en série qui ont fait des choses incroyables que je pense que la création d'entreprise est vraiment l'exception qui confirme la règle. C'est quoi un peu le rétro-planning d'une session? Si tu veux, ce qu'il faut comprendre, j'en citais pour moi, probablement, minimum 2 ou 3 ans avant, il faut commencer à lancer les opérations. Et donc, je t'expliquais pourquoi, hein. Si tu prends le rétro-planning fiscal, bah, si t'as pas apporté, si tu détiens tes titres en perso, bah, il faut sans doute les apporter à une holding ou en tout cas commencer à discuter avec un fiscaliste pour savoir comment tu vas faire.
Je te disais, souvent on prend les 3 dernières années en performance financière pour l'analyse de la performance de la société au moment où on la vend. Je dirais, alors bon, ça c'est le maximum, mais au moins, il faut au moins terminer sur un bon exercice. Donc tu vois, entre le moment où tu fais l'exercice, le moment où tu clôtures tes comptes, bah, c'est minimum 18 mois quoi, d'anticipation. Euh, Mmh. voilà, ça c'est pour commencer à lancer l'opération de cession. Puis après, l'opération de cession en elle-même, elle va durer entre 6 et 12 mois. Ce qui est parce que il y a pas mal de. Enfin, ce sont des opérations techniques. Il faut trouver les bonnes personnes avec qui échanger. Il faut le temps d'échanger. Il faut le temps de négocier. Et donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, il faut se préparer en amont entre 3 ans, 2, 3 ans avant, 18 mois minimum, plus rajouter 6 à 12 mois d'opération. Donc, voilà, pour donner des ordres de grandeur. Donc, en tout cas, ça se fait pas du jour au lendemain. Derrière, l'accompagnement moyen qu'on demande à un entrepreneur, enfin un dirigeant, aujourd'hui, il est de combien de temps? Alors, tout dépend si on parle d'un accompagnement post-session de type passage de relais ou est-ce que on parle d'un réengagement managérial. Alors, quand on cède sa société à 100%, en général, on va faire 6 à 12 mois d'accompagnement. Et après, on arrête. Et ça, c'est des choses qui sont négociées pendant pendant la négociation de la session. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle les adossements industriels, par exemple. Quand moi, j'ai une société dont je possède 100%, je vais en vendre 80% et je vais en garder 20%. Soit je garde 20% pour montrer que je suis aux côtés de la boîte et que je crois encore à la création de valeur, soit je garde 20% parce qu'en fait, moi-même, je vais rester le manager de la société dans un ensemble plus gros et quelque part, je vais profiter de la création de valeur via les actions qui me restent, plus éventuellement des management packages, etc. Si on est sur ce genre de choses, c'est-à-dire en gros, si on reste opérationnellement le dirigeant de l'activité, même une fois qu'on est racheté, en général, on part sur des cycles de 2, 3 ans d'engagement. Là, tu as beaucoup parlé du fait qu'il fallait préparer, enfin, qu'il fallait avoir des bons états passés au niveau financier. On dit souvent qu'on achète le futur. Comment on écrit cette histoire du futur? Bah déjà, on écrit cette histoire du futur en la rattachant au passé. C'est pour ça que, si tu veux, alors là, c'est peut-être ma casquette de directeur financier qui parle, mais moi, un business plan à 3 ans où tu sais pas expliquer comment tu passes de ce qui s'est passé à ce qui va se passer, c'est quelque chose qui vaut rien, que tu peux mettre à la poubelle, qui est hors sol. Donc en fait, pourquoi il nous faut un passé solide? Bah, parce que en fait, souvent le business plan, on va commencer par déjà tirer le trait du passé, dire: «OK, si on répliquait la performance qu'on a fait dans le passé, voilà ce que ça donnerait» et puis après évidemment par-dessus, on va, avoir des hypothèses de croissance et cetera. Mais ce qu'il faut bien te dire, c'est qu'en gros, l'acquéreur, il est pas là pour te payer maintenant les fruits du travail que lui, il va faire après. Donc en gros, lui, il va te dire, attends, moi, ta boîte aujourd'hui, elle sait faire ça. Bien sûr qu'il y a des opportunités de croissance, et ça tombe bien, je suis un industriel, et bah, toi, t'es pas présent international, alors que moi, j'ai tout mon réseau de distributeurs à l'international. Donc moi, je veux augmenter le chiffre d'affaires, mais pourquoi est-ce que je te donnerais cette valeur-là? C'est moi qui vais le faire. Donc en fait, le jeu, si tu veux, c'est d'aller dire oui, mais c'est stratégique pour toi, donc tu vas me donner un bout de valeur en plus parce que je sais qu'une fois que tu auras récupéré ma boîte, tu vas faire ça et tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais en gros, on achète le futur, oui, mais on achète aussi j'allais dire, une vitesse à un instant T. Et tu peux vendre ce qu'on appelle des upsides, hein, des améliorations dans le futur, etc. Mais il faut que tu montres qu'elles sont déjà là au moment où tu vends. Par exemple, en montrant un carnet de commandes, en disant, bah, on vient de finir de breveter telle chose. Enfin, tu vois, oui, il faut vendre des perspectives, mais il faut montrer qu'elles sont déjà là. A contrario,
même si tu as trois très bons exercices passés, mais que tu as ce qu'on appelle donc un current trading, donc les mois en cours d'un exercice en cours qui sont mauvais, là, l'acquéreur, il va te dire, attends, est-ce que ta boîte là, elle est pas sur la pente descendante? Est-ce qu'elle est pas, moi j'appelle ça parfois désamorcée. Et c'est notamment le cas quand tu as des gens qui sont qui ont plus d'énergie, qui sont en fin de cycle à bout de souffle. En fait, ils n'arrivent plus à tenir l'activité et là, ça se désamorce. Et là, oui, effectivement, on va regarder le passé, mais on va se dire, oh là, ça a l'air de plus trop tenir. Et donc, en général, le grand jeu des hackers à ce moment-là, c'est de te faire patienter de mois en mois pour recevoir tes reportings et savoir si la tendance mauvaise continue ou pas. Mais tout ça pour te dire, oui, on achète le futur, mais un futur qui s'explique à l'aune du passé quand même. Ça se comprend après ton raisonnement. Euh, Est-ce qu'il y a des grandes, aujourd'hui, des nouvelles façons de reprendre qui arrivent aussi? Euh, Quand on avait parlé de, j'ai perdu le nom tous les deux quand on avait Du search fund, échangé avant de Search non? Fund, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, les C'est search ça, funds. exactement. Écoute, oui, il y a alors, oui, il y a des nouvelles manières. Alors, nouvelles, hein, le search fund, ça existe aux États-Unis depuis 1980, je pense. Donc, c'est pas si nouveau que ça. Et par ailleurs, en France, même s'il y a des très belles histoires, ça reste quand même encore anecdotique. Mais oui, ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est que bah, tout le monde a bien compris, si tu veux. Quand tu regardes où est créé l'emploi en France, c'est dans les PME, c'est pas dans les grands groupes. Donc on a compris que les PME étaient vraiment le, le, l'élément de base de l'économie et du tissu économique français. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de nouveau un intérêt pour les PME. Et en plus, je pense que pour pas mal de personnes, si tu veux passer la start-up économie, le Covid, etc., il y a aussi pas mal de gens qui veulent retrouver du sens dans des boîtes à taille humaine. Et donc la PME redonne envie. Et donc, je dirais pas il y a des nouvelles manières de reprendre, mais en tout cas, je vois bien que il y a de plus en plus de vocations de repreneurs. Après, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on reste limité par bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en fonds propres, qu'est-ce que peuvent mettre les banques, et c'est comme ça que les reprises se font aujourd'hui. Hein. C'est par ce qu'on appelle, alors, si tu veux, pour parler techniquement, sont des LBO, donc des rachats avec effet de levier, et sponsorless. Pourquoi sponsorless? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds d'investissement qui est dans le LBO. Donc, je fais un LBO tout seul en tant qu'individu, je mets de l'argent, je demande à la banque de m'en prêter, je fais une holding d'acquisition qui achète la société. Là où il y a des nouvelles manières de reprendre, c'est qu'en fait, il y a des investisseurs privés et des fonds d'investissement qui sont en train de développer des solutions de complément de fonds propres, alors que historiquement, tu pouvais vraiment, enfin, tu pouvais compter sur tes fonds propres à toi, plus ceux de ta famille et de tes amis. Et là, en fait, il y a probablement des solutions qui vont arriver sur le marché pour étendre tes fonds propres. Donc, rester dans une logique de reprise individuelle, mais avec des investisseurs qui viennent à tes côtés. Et ça, c'est un truc qu'on a vu pas mal. Encore une fois, les fameuses SPV, donc Special Purpose Vehicle, qui sont des holdings d'investisseurs financiers qui viennent investir sur des opérations précises. Donc, en l'occurrence, on a vu beaucoup les SPV arriver dans les levées de start-up et on voit que c'est en train de frémir sur des SPV qui arriveraient dans le cadre d'opérations de reprise de PME. Les search funds, quelque part, c'est entre ça et le classique, ce qu'on appelle un MBI, Management by-in. En fait, c'est quand un manager extérieur fait un LBO sur une société qui va racheter et diriger. Voilà. Donc, on voit que ça frémit. Après, les search funds d'aujourd'hui, enfin, tu vois, il y a probablement 70, enfin, de l'ordre de 70 000
entreprises à vendre en France à un instant T, bon, alors, y compris des entreprises unipersonnelles, etc. Mais, et doit y avoir de bien structurés, peut-être une vingtaine, une trentaine de search funds en France, tu vois, qui sont actifs en ce moment. Donc oui, c'est des montages intéressants. Après, ça suffira pas à sauver toutes les PME françaises, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus actifs aujourd'hui que d'autres dans lesquels, dans la Alors, reprise? si tu regardes, en fait, il y a historiquement les secteurs, tu vois, de la construction, du CHR, les choses comme ça, étaient des gros animateurs de transmission en nombre d'entreprises. Les En termes de valorisation, c'était essentiellement les entreprises industrielles qui faisaient les plus grosses opérations de valorisation, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est ce que je te disais, c'est que de plus en plus, des gens créent des sociétés, les revendent sur le marché en disant, moi, j'ai vraiment un potentiel à créer. Une fois que j'ai créé et que j'ai développé un peu, je veux passer la main à quelqu'un d'autre, etc. Donc, on est en train de voir des nouveaux secteurs arriver. Mais je dirais que, en vrai, enfin, en tout cas, nous, chez Alvo, par exemple, on est agnostique sur le secteur. On traite tout secteur. On est probablement surpondéré sur la partie tech, digital, e-commerce, service B2B, et on est sous-pondéré par rapport au marché sur la partie construction, BTP, tu vois, qui sont des secteurs historiques où il y a pas mal de sessions reprises. Voilà. Mais euh, est-ce que je pourrais distinguer d'autres choses. Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir beaucoup de sessions, enfin, il va y avoir beaucoup d'opérations M&A sur les startups, puisqu'en fait, bah, les levées s'amenuisent, et que donc, bah, là, maintenant, on va assister à des reprises de startups plus ou moins en bon état, notamment par des corporates, par des entreprises classiques. Alors que certains corporates commencent à revendre les startups qu'ils avaient rachetées il y a quelques années. Oui, bah ça, je sais pas si tu as en tête Shine et la Société Générale, par exemple, mais je pense que Oui, c'est, oui, le pot commun aussi. ouais, ouais, exactement. Mais ça, on va dire que c'est plutôt, tu sais, les mouvements de balancier des grands groupes entre je me refocalise sur mon core business ou je me diversifie. Euh, non, la réalité, si tu regardes les chiffres M&A des startups, c'est que, en fait, les entreprises traditionnelles sont en train de faire leurs courses. À juste titre d'ailleurs, hein, puisque de toute façon, les startups vont lever moins. A priori, les introductions en bourse sont bouchées. Donc, bah, la seule option qui reste, c'est de se vendre à des entreprises. Ouais, et les valorisations sont raisonnables, probablement pour aussi bien le vendeur que l'acquéreur. Ouais, ça c'est compliqué parce que si tu veux, quand tu es prisonnier de levée de fonds où tu as cranté des valorisations très élevées, bon, enfin, très clairement, hein, les valorisations de levée et les valorisations de cession sont pas du tout les mêmes. Il y a une banque d'affaires qui s'appelle Avolta qui fait justement un panel régulier des valorisations. Et eux, ils annoncent des deltas de 30% entre les valeurs de levée et les valeurs de cession, j'allais dire à chiffre d'affaires équivalent pour des sociétés d'un secteur donné. Et nous, on voit même, ouais, même des décotes bien plus que ça. Moi, je dirais même ça va jusqu'à un facteur 2, quoi. Enfin, qu'en gros, entre les levées et puis les opérations M&A qu'on fait derrière, il peut même y avoir des divisions par deux de la valo, quoi. Quelqu'un qui viendrait te voir, tu lui donnerais quoi comme conseil pour se préparer? Un cédant. Un Je, cédant je- qui vient, qui te dit, ouais. voilà, je veux céder ma société. S'il y a un conseil à retenir de notre échange, le conseil que tu lui donnes, Bah, c'est d'anticiper, en fait. Après, qu'il anticipe seul, qu'il anticipe accompagné,
mais c'est qu'en gros, on a parcouru pas mal de choses hein, au niveau patrimonial, au niveau de la performance financière. On n'a pas parlé de la vie perso, mais c'est un énorme changement. Hein, quand tu étais H24 aux commandes de ta société et que du jour au lendemain, t'as plus ça à faire, qu'est-ce que tu fais? Donc tout ça, c'est d'anticiper sur tous ces axes-là. Et puis ensuite, en fonction des sujets qui vont se poser et qui sont propres à chacun, bah, d'aller chercher les réponses, j'allais dire, domaine par domaine, soit auprès de dirigeants, soit auprès de conseils, voilà. Mais le plus grave, enfin le plus dommageable, ce serait de rester dans l'ignorance de ce qui va se passer, des sujets qui vont se poser. Et c'est pas parce qu'on s'interroge pas dessus qu'ils vont pas arriver. Donc, autant prendre le taureau par les cornes. Rien mettre sous le tapis. Ouais, en tout cas, et au moins se poser la question. Et puis après, il y aura sûrement autant de réponses que de dirigeants, mais en tout cas, ça sert à rien de regarder ailleurs parce que tous ces sujets-là finissent par arriver dans le cadre d'un process de session. Écoute, Thomas, merci pour tous ces conseils, merci pour ce panorama. Où est-ce qu'on peut te contacter? Eh ben, tout simplement sur LinkedIn, Thomas Collin. Et puis bah, sur le site alvo.market, on a une équipe qui est assez dispo, donc c'est soit moi, soit d'autres personnes de l'équipe. Mais voilà, en tout cas sur LinkedIn, normalement, je réponds, je réponds assez rapidement. Eh ben, c'est génial. Merci pour ton temps, Thomas, et puis à très bientôt. Merci François Joseph, à bientôt.